Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Business du recyclage des déchets et création d'emplois. Une entreprise camerounaise a trouvé la solution gagnante contre la pollution. Là où il faut des grands moyens pour le faire, réduire à des moyens qu'on peut trouver localement. Je pense à la collecte manuelle, au tri manuel, la collecte par tricycle, sensibilisation de porte en porte, des méthodes qui peuvent marcher en Afrique. Soutenir l'activité des PME africaines fragilisées par les conséquences du Covid-19, c'est la mission des banques locales en partenariat avec la Banque islamique de développement. La première intervention, c'était de permettre à l'entreprise de rester intacte, debout, pendant cette période-là. Ce qu'il fallait éviter, c'est que l'entreprise subisse les effets de la pandémie, ferme ses activités et après qu'elle ait du mal à relancer ces activités-là. Le Maroc a réussi ses objectifs d'énergie renouvelable en misant sur le solaire avec la construction de nouvelles centrales. Le Maroc peut être, grâce à ces projets qui se développent aujourd'hui, à l'expérience une terre d'accueil pour des investisseurs dans la production d'énergie, chez nous, dans le reste du Maghreb, vers l'Europe. Voilà un secteur qui gagne du terrain en Afrique et se porte particulièrement bien au Cameroun. Je veux parler de la collecte et du recyclage des objets usagés, notamment plastiques. C'est ainsi que depuis quelque temps, les immondices qui jonchent les rues de nombreuses villes africaines ne se résument plus pour certains à un drame environnemental. Ils y voient au contraire une opportunité économique à ne pas rater. Des entreprises camerounaises ont décidé d'allier lutte contre la pollution de l'environnement et business des déchets avec de nombreuses créations d'emplois à la clé. Aboubacar Siddiq Mounchili nous emmène à Douala à la découverte d'une jeune entreprise très ambitieuse dans ce secteur prometteur. Douala, capitale économique du Cameroun. L'autre visage de cette métropole qui se transforme pourtant agréablement chaque jour, c'est encore malheureusement ces nombreux déchets de toutes sortes abandonnés dans la nature par les populations dans de nombreux quartiers. Ils polluent l'environnement, bouchent les drains et créent des inondations. Pas plus tard que la semaine dernière, on a travaillé sur ces drains. On a complètement curé le drain, mais entre grandes surprises, le drain est encore bondé de déchets. Un véritable casse-tête et désastre environnemental, surtout en ce qui concerne les déchets plastiques auxquels ce jeune promoteur et son entreprise ont choisi de s'attaquer en bâtissant leur réputation sur une solution originale adaptée à la situation locale. Nous avons essayé de contextualiser au contexte camerounais en développant des solutions alternatives. C'est-à-dire que là où il faut des grands moyens pour le faire, réduire à des moyens qu'on peut trouver localement. Je pense à la collecte manuelle, au tri manuel, à la collecte par tricycle, sensibilisation de porte en porte, des méthodes qui peuvent marcher en Afrique. Cette place est le défi de jeunes étudiants camerounais conçus dans le cadre des compétitions interuniversitaires dans le pays, édition 2010, rubrique environnement et gestion des ressources naturelles. Un groupe de jeunes qui veulent apporter une solution au problème de la pollution des plastiques dans la ville de Douala. C'est un projet qu'il fallait pour le Cameroun déjà, et peut-être l'Afrique, parce que nous avons une ambition assez large pour les problématiques environnementales en Afrique. L'entreprise, créée en 2012, manie depuis lors avec succès assainissement de l'environnement et même business autour des déchets plastiques à travers le recyclage. Les ordures constituent une mine d'or, une niche d'opportunités pour Rodrigue Gondé et toute son équipe. Red Place collecte tous les types de plastique, en l'occurrence les bouteilles, les films plastiques, donc tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui est plastique sur le site, on collecte. Les équipes de cette jeune entreprise sillonnent la ville de Douala pour collecter des déchets dans le cadre du programme Éco-Collecte et sensibilisent également les ménages au tri des ordures ainsi que les établissements scolaires. D'autres localités du Cameroun comme Yaoundé ne sont pas en reste. Une fois les déchets collectés, ces déchets sont transportés au niveau de l'usine de traitement où ils sont triés, lavés, broyés. Nous pouvons collecter jusqu'à 2000 tonnes sur
nos points de collecte. Donc, comme je dis, on fait une projection pour atteindre 10 000 tonnes d'ici 2025. Le travail de recyclage ou de production de la matière première pour d'autres entreprises à base des déchets collectés sur le terrain se fait ici à l'usine, bâtie en plein cœur du quartier industriel Bonabéry, situé en périphérie de la ville de Douala. Des produits finis ou semi-finis sont obtenus au bout d'un long et minutieux processus qui requiert des moyens techniques lourds, adaptés et des compétences variées. Quand ça arrive, nous pesons d'abord. Le camion rentre dans le site. Et les gens, on a des travailleurs qui font descendre ça et on pèse ça. Le travail ici consiste à plusieurs choses. Nous avons la fabrication des pavés, nous avons le tri des matières, nous avons le broyage, nous avons le pesage. On a beaucoup de travaux à faire. La main-d'œuvre de Red Place est essentiellement jeune. Pendant les vacances, l'entreprise ne lance même parfois des grandes opérations ou caravanes de collecte des déchets à l'intention des jeunes scolaires ou universitaires avec le concours de nombreux partenaires, des municipalités, des entreprises ainsi que d'autres acteurs engagés dans la lutte contre la pollution des villes et la préservation saine de l'environnement. Ces opérations de collecte leur permettent de gagner de l'argent pour mieux préparer la rentrée des classes en devenant des défenseurs de l'environnement et de véritables chasseurs des déchets plastiques. Elles leur donnent aussi la possibilité d'apprendre plein de choses, comme dans le cas de ces ouvriers d'usine. À travers ce travail, j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais jamais su dans ma vie. Comment transformer les produits, les déchets déjà abandonnés en produits finis et les rendre en pavés, les transformer en produits qu'on peut encore utiliser. Je suis vraiment très émue de mon travail. Red Place a de nombreux clients, des entreprises qui prennent de la matière première, les produits issus de la transformation sortis de cette usine pour la fabrication de plusieurs autres produits encore, comme entre autres les tuiles, les chaises, les tables en plastique, les bacs à ordures et la liste est très longue. Nous faisons des produits, les granulés qui sont des matières premières pour l'industrie, en remplacement des matières premières faites à base du pétrole. Le besoin des industriels camerounais en termes de granulés est à près de 50 000 tonnes par an. Nous ne pouvons que produire, malheureusement, pour l'instant, 1000 tonnes. Et nous comptons produire 10 à 20 000 tonnes d'ici 2025 si nos investissements suivent. Pour ce promoteur et bien d'autres responsables de structures également présents au Cameroun sur le terrain et le marché de la collecte et la valorisation des déchets plastiques, ce secteur a besoin d'être soutenu. Chaque année, le Cameroun produit 600 000 tonnes de déchets plastiques avec seulement un peu plus de 20% recyclés. C'est dit qu'il y a encore à faire et surtout du gisement pour toutes ces entreprises de recyclage. Nous restons dans les préoccupations environnementales et énergétiques avec le grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. L'installation hydraulique éthiopienne est au cœur d'un conflit entre Addis Abeba et ses voisins, l'Égypte et le Soudan. Les deux pays craignent notamment une réduction des eaux du Nil dont dépend l'agriculture et pointent de potentielles défaillances dans la structure même du barrage. Les négociations menées par l'Union africaine ont jusque-là échoué. L'Égypte entend maintenant porter le conflit transfrontalier à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow début novembre. Objectif, contraindre l'Éthiopie à un accord ferme sur les opérations du barrage. La Côte d'Ivoire muscle sa relance économique post-Covid. Le pays s'est vu accorder 151,5 millions d'euros par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'Allemagne. Les fonds vont venir renforcer les systèmes de santé et de solidarité en faveur des populations les plus vulnérables. Il est prévu une enveloppe de 54 millions d'euros pour permettre aux PME et aux grandes entreprises d'accéder à des prêts bonifiés. Et effectivement, face à la pandémie de Covid-19, les banques et les États se sont mobilisés pour sauver les PME directement affectées. Le plus souvent en Afrique, cette démarche a pris la forme d'un partenariat avec l'appui d'institutions de développement. Nos correspondants ont enquêté au Sénégal et au Burkina Faso pour comprendre comment l'ICD, la filiale du secteur privé de la Banque islamique de développement, travaille sur le terrain avec les banques locales. Un reportage d'Abdoulaye Bari et de Bertrand Ziba. Regardez.
Si l'Afrique a enregistré son premier cas de Covid-19 en Égypte le 14 février 2020, elle n'a pas connu des taux d'infection aussi élevés que d'autres régions du monde, mais l'impact économique et social de la pandémie reste très sévère, notamment pour les PME. En cause, l'effondrement de la demande internationale, en particulier chinoise et européenne, combiné aux mesures sanitaires des États qui ont fait chuter la consommation locale. Les institutions africaines et internationales de développement associées aux banques publiques et privées se mobilisent pour soutenir les PME en difficulté. ICD, la Société islamique pour le développement du secteur privé, intervient par exemple en Afrique subsaharienne dans plusieurs secteurs piliers de cette région, comme le coton au Burkina Faso ou l'arachide, comme ici au Sénégal. La première intervention, c'était de permettre à l'entreprise de rester intacte, debout, pendant cette période-là. Ce qu'il fallait éviter, c'est que l'entreprise subisse les effets de la pandémie, ferme ses activités et après qu'elle ait du mal à relancer ces activités-là. Nous sommes ici à 300 km au sud-est de Dakar, à Kaffrine exactement, où la société Lansar connaît depuis 1997 une belle croissance dans l'arachide. Un secteur stratégique pour le Sénégal qui fait vivre une grande partie de la population rurale. Aujourd'hui, les dirigeants de la PME affichent de grandes ambitions et se préparent à la reprise de la demande mondiale qui se décide. Notre objectif, c'est de faire 100 000 tonnes par an. Là, on n'arrive pas encore à atteindre notre objectif. Et pour le raffinage et tout, on a une huilerie à mettre en place. D'ici 6 mois, on va le mettre en place. Et on doit faire de l'huile brute et de l'huile raffinée. L'huile brute, c'est destiné au niveau de l'exportation et l'huile raffinée au niveau du marché local. Un besoin de financement qui pourra être financé par la Banque nationale de développement économique, la BNDE, avec l'appui de ICD, qui a mis en place une ligne de crédit d'un montant total de 12 millions d'euros, spécialement dédiée à la résilience des PME africaines pour faire face aux impacts du Covid-19. Pour son client, la société Lansar, la banque a mis en place un financement spécialement adapté. Cette fois-ci, nous avons décidé d'innover dans l'approche en lui donnant ses équipements sous forme de crédit bail. Et le montant global fait 787 millions. Et nous sommes d'ailleurs dans une première phase de son financement. Parce que le besoin global de Maodo-Sarr va au-delà de 787 millions. C'est 20 milliards. Hein, parce que son objectif, bien sûr, c'est d'aller vers la titrisation, mais aussi vers le raffinage. Un projet industriel qui devrait participer à la reprise de la croissance économique du pays, mais aussi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Sur le plan économique et sur le plan des emplois, vous le voyez alors, on fait travailler 210 personnes par jour, dont 60 personnes qui sont des employés permanents et 150 personnes qui sont des saisonniers. Pour moi, cette entreprise, ça permet à certaines personnes de ne pas partir à Dakar pour chercher du boulot, quoi. C'est un bel avenir. Et on est obligé d'ailleurs de le soutenir aussi au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que 2 tiers de la population rurale aujourd'hui cultive l'arachide. C'est un produit social qui fait nourrir beaucoup de familles au Sénégal. Donc le Sénégal a intérêt et a l'obligation de soutenir ce produit-là. 4 PME sénégalaises sont les bénéficiaires du fonds Covid pour un montant de 10 milliards de francs CFA. La société Lansar et celle d'Afrique, toutes deux dans l'agro-industrie, Bio24 dans le médical et la société de transport Sahel Bamtare. Pour la BNDE, ce partenariat avec la Société islamique pour le développement du secteur privé lui a ouvert les portes vers d'autres institutions et donc d'autres sources de financement. À cause de la SID, aujourd'hui nous avons d'autres institutions qui sont venues. La BOAD est venue. Je disais tantôt que la BAD est venue. Afreximbank nous accompagne. Aujourd'hui, c'est un moment de fierté pour la BNDE d'avoir accompagné plus de 70 entreprises à hauteur de 7 milliards de francs CFA et d'avoir sauvé plus de 7000 emplois pendant cette période. Le Burkina Faso, lui aussi, illustre bien comment les institutions de développement et les banques privées peuvent réussir à mettre en place des financements qui répondent aux besoins des PME face à l'impact du Covid. Avec une production annuelle de près de 3 millions de tonnes de coton, celui qu'on surnomme l'or blanc africain est l'autre pilier économique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
À lui seul, il fait vivre 15 millions de petits producteurs et représente 40% des recettes d'exportation. Mais ce tableau idyllique ne doit pas cacher les difficultés rencontrées par les PME du secteur qui doivent faire face aux aléas du climat et des cours mondiaux et depuis 2 ans à l'impact économique et social de la pandémie, comme ici au Burkina Faso. Il faut dire qu'à l'instar des autres sociétés, la Socoma a subi aussi les contre-coups de la pandémie à Covid-19. On doit seulement rappeler que cette pandémie a occasionné, durant les 2 premiers trimestres de l'année 2020, une déprime donc des cours mondiaux du coton, donc ce qui a occasionné, si vous voulez, des manques à gagner donc, au niveau des ventes. Et cette pandémie a également occasionné des retards dans les embarquements des contrats. Ici aussi, un partenariat entre une banque privée, Coris Bank International et ICD, a permis de mettre en place une ligne de financement pour répondre aux besoins de ces PME burkinabés qui veulent renforcer leur capacité de transformation, le Burkina ne transformant aujourd'hui que 5% de sa production, et répondre à l'augmentation de la demande internationale de l'après-Covid. C'est le projet de la Socoma. Nous avons le projet de la construction donc, de la 4e unité au sein de la Socoma. C'est un projet né avant la pandémie à Covid-19. C'est un projet né depuis 2017 et c'est également un projet qui est né avant la crise sécuritaire au niveau de l'Est du Burkina. Donc c'est une nouvelle usine qui aurait une capacité de 45 000 tonnes de coton graines par an et pour 150 jours donc, de travail. Avec une production annuelle de 80 000 tonnes de coton et un chiffre d'affaires de 45 milliards de francs CFA, l'entreprise compte près de 900 salariés et fait vivre 60 000 exploitants. Elle va bénéficier d'un financement Coris Bank ICD et de la BOA pour construire sa nouvelle unité de production pour un investissement estimé à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros. Nous avons accompagné la Socoma à travers la construction d'une 4e usine d'égrenage de coton à Ouarghaï, à travers un financement de plus de 3 milliards 250 millions de francs CFA. Nous sommes satisfaits de ce financement qui contribuera à renforcer la production cotonnière de notre pays et également à donner des emplois dans la zone d'implantation de l'usine, c'est-à-dire à Ouarghaï. Et nous remercions ICD d'avoir accordé cette facilité en ces temps difficiles où les banques ont besoin de liquidités pour soutenir leurs activités. On l'a compris, la mobilisation des banques de développement et des banques publiques et privées fonctionne et porte ses fruits. Elle va permettre aux PME africaines de jouer à nouveau le rôle économique et social de premier plan qu'elles jouaient dans leur pays avant la pandémie. Pour le FMI, si en 2020 l'Afrique a enregistré la plus forte baisse de son PIB depuis 20 ans, elle devrait retrouver une croissance estimée à plus 3,4% en 2021. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Comment valoriser l'apport des systèmes éducatifs universitaires pour contribuer à des solutions innovantes? C'était une réflexion centrale lors de la première semaine scientifique de la francophonie organisée par l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, et qui s'est tenue le mois dernier à Bucarest, en Roumanie. Le recteur de l'AUF, Slim Halbous, a présenté un livre blanc pour soutenir la coopération et le partenariat à l'intérieur de l'espace francophone. Il me rejoint pour discuter d'une des mesures phares, la création de centres d'employabilité des jeunes. Slim Halbous, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Alors concrètement, comment vont se présenter ces centres d'employabilité francophones? Il s'agit de lancer un réseau de centres qui soit au service de l'employabilité des étudiants, avec un espace dans les universités membres de l'AUF qui présente un certain nombre de services, notamment des services liés à l'emploi lui-même, comment faire un CV, comment préparer un entretien d'embauche, mais aussi des formations complémentaires, ce qu'on appelle en bon français les soft skills, pour donner des compétences complémentaires aux étudiants avant la sortie sur le marché de l'emploi. Il y a également la certification professionnelle, très demandée par les employeurs aujourd'hui, et puis la question entrepreneuriale et l'esprit entrepreneurial. Bref, un ensemble de services très intéressants, complémentaires, pour donner un plus aux étudiants avant qu'ils ne sortent sur le marché de l'emploi. Voilà le concept, et il sera
déployés sur le monde entier. À peu près 70 centres d'employabilité seront construits dans le monde, dont une quarantaine en Afrique. Et comment allez-vous y impliquer les entreprises? On les invite à l'université, on les invite à co-animer avec nous ces centres d'employabilité pour qu'ils nous expliquent leurs besoins et que nous puissions, nous, s'adapter en proposant des formations complémentaires aux étudiants pour les préparer au marché de l'emploi, pour les préparer aux besoins de ces entreprises. Donc les entreprises sont là comme partenaires, ils vont nous aider à concevoir des plans de formation, ils vont nous proposer des stages et ils vont être aussi bénéficiaires de ces centres, puisqu'ils vont, grâce à ces centres, identifier les meilleurs cadres qui vont passer par ces centres-là, qui vont avoir la formation nécessaire et donc qui pourront être encore plus facilement recrutés. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entreprises s'adressent à nous pour nous dire on ne trouve pas toujours les meilleurs étudiants très bien formés par rapport à leurs besoins. Eh bien, dans les centres d'employabilité francophones, ils vont les trouver. Comment votre projet s'articule-t-il avec l'écosystème de start-up existant? Excellente question, parce que les CEF, justement, sont complémentaires au travail des start-up et au travail surtout des incubateurs. Pourquoi? Parce que souvent, dans la plupart des pays d'Afrique, en particulier, il y a un chaînon manquant entre la formation des universités, qui notamment proposent des formations en entrepreneuriat, et puis les incubateurs qui préparent les entreprises ou la création d'entreprises. Le chaînon manquant entre les deux, c'est la sélection des meilleurs candidats à l'incubation. Dans la plupart des incubateurs africains, nous avons un taux d'échec qui est extrêmement élevé parce qu'il n'y a pas un système de sélection des candidats les plus à même d'aller jusqu'au bout du système de création d'entreprise. Nous allons avoir des coachs, des tuteurs, des conseillers qui sont capables d'identifier les meilleurs profils des étudiants qui sont en formation dans les CEF et qui peuvent aller jusqu'au bout du rêve de créer sa propre entreprise et de devenir ainsi non seulement pas chômeur, mais en plus créateur d'emplois. On va travailler en étroite collaboration avec les incubateurs et nous pensons qu'avec ce système de détection des meilleurs profils, on augmentera le taux de succès des nouvelles startups créées par les jeunes africains notamment. Slim Halbous, merci beaucoup. iNaira et iCedi, ce sont les noms de deux crypto-monnaies qui vont être lancées ce mois-ci par le Nigeria et le Ghana. Les deux grandes économies ouest-africaines ont été submergées par l'adoption massive de crypto-monnaies. Il s'agit d'argent virtuel qui n'est pas contrôlé par une autorité monétaire comme une banque centrale. Plusieurs pays, dont le Rwanda, le Kenya et l'Afrique du Sud, envisagent de créer leur propre crypto-monnaie, mais les gouvernements d'Accra et d'Abuja sont les premiers à franchir le pas avec l'assistance de partenaires étrangers. La situation humanitaire est catastrophique au nord de l'Éthiopie. L'État régional du Tigré est en conflit avec le gouvernement d'Addis Abeba. Il y a 3 mois, les Nations Unies avertissaient que 400 000 personnes étaient menacées par la famine. Ce terrible scénario est en train de se réaliser en dépit d'un cessez-le-feu. L'aide humanitaire est bloquée et ne parvient pas dans la région. Le président américain Joe Biden vient d'autoriser des sanctions si des négociations entre les deux parties ne sont pas conclues. Je me tourne maintenant vers le Maroc, où un gigantesque projet de ferme solaire et éolienne dans la région de Guelmim est en train d'être conçu. L'énergie pourrait être exportée en Angleterre grâce à un câble sous-marin. Si se réalise, ce projet pourrait être l'aboutissement des efforts marocains pour faire triompher les énergies propres. Notre journaliste Teddy Emar s'était penché sur ses ambitions d'augmenter la part des énergies propres dans la production électrique du royaume. Regardez. Sortir de la dépendance énergétique, c'est le pari que s'est donné Mohamed VI, le roi du Maroc. Sans gaz ni pétrole dans son sous-sol, le royaume importe 90% de ses besoins. Le pays a prévu de se doter d'équipements en énergie renouvelable, qu'éoliens, les barrages et les centrales solaires, pour ainsi produire à terme 6000 MW, soit 40% de l'énergie utilisée dans le pays. Située au nord-est du pays, proche de la frontière algérienne, la centrale thermosolaire d'Aïn Beni-Matar ouvre la voie vers cette nouvelle politique qui pourra bien permettre au pays de devenir un jour exportateur d'énergie. Pour le solaire ou les autres formes d'énergie, le Maroc envisage aussi d'en exporter, donc que ce soit en Europe ou bien l'Afrique subsaharienne. Donc il y a aussi cette question d'intégration et bien de coopération sud-sud que nous appuyons par le biais de projets de cette nature. La Banque africaine de développement est le principal partenaire financier du projet, avec 80% de l'investissement de la centrale.
soit près de 290 millions d'euros. Inaugurée en 2008 par le roi Mohamed VI, la centrale d'Aïn Beni-Matar bénéficie d'un site qui cumule les atouts. Elle est proche du gazoduc Maghreb-Europe et d'un réseau de haute tension qui permet de transporter de l'énergie produite directement sur le réseau national. Et surtout, le site bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an. C'est la première centrale hybride thermosolaire en Afrique associant le gaz et l'énergie solaire. Avec une capacité de 470 MW, la centrale qui produit déjà 13% de l'électricité des besoins du royaume a été conçue avec une attention particulière à la question de l'environnement. Étant donné qu'on utilise du gaz naturel, en fait c'est le carburant le plus propre au niveau de la production d'énergie. Donc sur les cheminées, on a un contrôle rigoureux des émissions atmosphériques. On est en dessous des valeurs limites, c'est-à-dire que la centrale n'a pas d'impact négatif à l'extérieur de la centrale. Les panneaux solaires de la centrale occupent une superficie d'environ 90 hectares. En quelques années, le Maroc pourra subvenir à ses propres besoins et devenir indépendant des fluctuations des prix du baril du pétrole. Avec ses innovations en matière d'énergie verte, le Royaume ambitionne aussi de devenir une vitrine de ce que l'on peut faire de mieux dans le domaine et d'y attirer tous ceux qui voudraient bénéficier de son expérience et de son savoir-faire. Le Maroc peut être, grâce à ces projets qui se développent aujourd'hui, à l'expérience une terre d'accueil pour des investisseurs dans la production d'énergie, chez nous, dans le reste du Maghreb, vers l'Europe. Nous sommes interconnectés, nous sommes déjà prêts à échanger de l'énergie. Ce que nous faisons sur de l'énergie thermique, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité pour les Européens de pouvoir bénéficier de sites à très fortes ressources renouvelables. Le plan marocain d'énergie renouvelable, avec la production d'électricité d'origine photovoltaïque, fait figure de pionnier dans le monde entier. Mais pour remporter son pari, le Royaume, déjà connecté avec l'Espagne et l'Algérie, devra poursuivre ses efforts pour devenir un hub énergétique majeur entre les deux rives de la Méditerranée. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi celles et ceux qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 560. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Que collecte Red Plast? Du fer, des ordures ménagères, du plastique? Deuxième question. Quel est le montant de la ligne de crédit accordée par l'ICD à la BNDE au Sénégal? 12 millions d'euros, 14 millions d'euros ou 20 millions d'euros? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez, avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le jeu numéro 560. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 559. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran, petit rappel. Première question. Qu'est-ce que Convex City au Nigeria? Réponse, un centre pour les startups. Deuxième question. Que fait pousser Mamadou dans le désert? Réponse, des tomates et des aubergines. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le journaliste et écrivain Sédik Abba qui nous parlera de la crise sécuritaire au Sahel. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.